Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Joël Le Squarnec, condamné à la peine maximale, 20 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. La cour criminelle du Morbihan, à Vannes, a rendu son verdict le mercredi 28 mai au terme de 3 mois d'audience. L'ancien chirurgien de 74 ans était jugé pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes, pour la plupart des mineurs qu'il a opérés au fil de sa carrière. Ce pédocriminel a été déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le 7 avril dernier, on vous avait retracé dans un épisode de Code Source les 3 premières semaines de ce procès hors norme. Suite et fin de ce récit aujourd'hui avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien, en ligne depuis Vannes. Attention, cet épisode, comme le premier, parle de violences sexuelles et d'inceste, et certains faits ou propos rapportés peuvent choquer. Louise Colcombet, le lundi 19 mai, à une semaine de la fin du procès de Joël Le Squarnec, plusieurs victimes du chirurgien se réunissent sur le parvis du tribunal judiciaire de Vannes où est jugée l'affaire. Vous êtes sur place pour Le Parisien, décrivez-nous ce qui se passe. Les victimes de cette affaire veulent absolument provoquer un sursaut, c'est-à-dire qu'on prenne en compte que cette affaire n'est pas que la dérive d'un homme. Elles veulent qu'on prenne en compte tout le contexte dans lequel il a agi, c'est-à-dire l'inaction des autorités sanitaires qui avaient été alertées et de ses confrères qui ont laissé faire. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la société en général sur l'étendue absolument massive en fait des abus sexuels sur enfants et qu'on arrête de fermer les yeux sur cette problématique. Louise Colcombet, vous avez suivi presque l'intégralité des débats durant 3 mois. Dans un premier épisode de Code Source sur ce procès, le 7 avril, vous aviez raconté le parcours de l'accusé, ses trous de mémoire devant la cour, l'audition de son ex-femme qui nie avoir eu connaissance de ses agissements alors qu'elle connaissait ses penchants pédophiles, les auditions de ses nièces violées dans l'enfance, celles de nombreux anciens patients agressés ou violés en consultation ou à l'hôpital, dont certains qui avaient tout oublié. On avait terminé cet épisode sur un moment d'audience majeur le 20 mars. Joël Le Squarnec reconnaît ce jour-là toutes les violences sexuelles dont on l'accuse. Rappelez-nous ce moment. Joël Le Squarnec a déjà beaucoup reconnu de choses, mais il bloquait notamment sur les viols concernant les petites filles. Et donc l'avocat se lève, maître Maxime Tessier, et lui demande « Est-ce que vous reconnaissez tout ?» Et là, pour la première fois, il dit « Oui, je reconnais tout ce dont on m'accuse. » Et il lui dit « Est-ce que ça veut dire que vous ne plaiderez pas l'acquittement pour aucun des faits qui vous sont reprochés ?» Et là, Joël Le Squarnec dit « Oui ». À ce moment-là, le procès change totalement d'envergure. Et là, à ce moment-là, on comprend que l'enjeu, ce sera plus sa culpabilité. Ça va être plutôt de comprendre comment il a pu agir pendant toutes ces années, pourquoi il n'a pas été stoppé. Et à ce moment-là, on change de braquet totalement. Dans cet épisode, on a choisi de construire la suite de ce récit en s'appuyant sur 2 questions qui ont parcouru toute la seconde moitié de l'audience. D'abord, comment Joël Le Squarnec a-t-il pu commettre autant de viols et d'agressions chez ses jeunes patients? Et comment il a pu continuer à exercer dans plusieurs hôpitaux après sa condamnation en 2005 pour détention d'images pédopornographiques? Il n'a été arrêté qu'en 2017. Louise Colcombet, on remonte au mardi 11 mars. Ce jour-là, une femme qui s'appelle Christelle, 40 ans aujourd'hui, témoigne par visioconférence. Elle avait dénoncé Joël Le Squarnec auprès de sa mère au moment des faits qui remontent au mois d'août 1994 à Vannes. Qu'est-ce qu'elle raconte exactement ? Cette jeune femme est à l'époque une petite fille suisse. Avec ses parents, elle est en vacances dans la région et elle a mal au ventre. Elle pense qu'elle a mangé trop de crêpes. En réalité, elle est conduite à la clinique du Sacré-Cœur à Vannes où on va lui diagnostiquer une appendicite. Elle est donc hospitalisée pendant 3 jours. Le premier soir de son hospitalisation, Joël Le Squarnec rentre dans sa chambre, qui est d'ailleurs isolée au bout d'un couloir. Elle se souvient très bien de l'heure parce qu'il y a à ce moment-là un téléfilm de l'été qui est diffusé. Et il rentre et lui fait ce qu'il lui appelle un examen. En réalité, elle décrit un viol, elle dit qu'elle a mal, qu'il introduit ses doigts, que c'est très désagréable et qu'elle est tétanisée, qu'il lui dit de ne pas bouger, que c'est pour son bien, etc. Mais dès le lendemain matin, elle en parle à sa mère, elle lui dit « il m'a fait des choses pas bien, il m'a fait mal ». Et sa mère s'en était plainte auprès du chirurgien. Elle l'avait dit devant témoins, devant des infirmières. Elle avait raconté qu'elle était très en colère, qu'elle lui avait demandé de quoi il retournait et que si ça continuait comme ça, elle allait dormir avec sa fille. Et Joël Le Squarnec, il répond qu'il se souvient
Pour une fois, il se souvient de cet épisode et dit « Oui, j'ai eu peur de me faire prendre, mais… » Et sans doute avec beaucoup d'aplomb, il lui a sorti un blabla en lui expliquant que sans doute il y avait une raison médicale et qu'elle avait aucune raison de s'inquiéter. Et de fait, il a continué puisqu'elle raconte que les 2 autres soirs, il est revenu à la même heure au moment du feuilleton et qu'il a recommencé les mêmes gestes. Le problème, c'est qu'en fait, cette scène, personne n'en a jamais parlé dans l'enquête. Donc ça pose question sur ce que les gens savaient ou pas aux côtés de Joël Le Squarnec. C'est-à-dire qu'aucun collègue n'a jamais raconté avoir assisté à une confrontation entre Joël Le Squarnec et un parent en colère, par exemple, c'est ça ? Toutes les personnes qui ont été entendues durant l'enquête ou qui sont venues, qui ont été citées à la barre, viennent tous dire la même chose, c'est-à-dire que c'était quelqu'un dont ils n'ont jamais constaté aucun geste déplacé, ni même un propos déplacé. Au pire, il pouvait passer pour un peu étrange parce que fan d'opéra absolu et qu'on ne savait rien du tout, alors que par ailleurs, on sait qu'il y avait des photos qui avaient été trouvées de sexe en érection, qui traînaient dans les couloirs de Vannes. Visiblement, il avait dû les faire tomber d'un dossier, que des parents s'en étaient émus. Il y a eu aussi des parents qui se plaignaient un petit peu, qui passaient beaucoup de temps en chambre, qui étaient tout seuls à ces moments-là. Et ça, personne ne s'en souvient. On sent que tout le monde est dans le contrôle et peut-être un peu tétanisé par l'enjeu, puisqu'on vient un peu leur demander des comptes 20 ans après. La présidente de la cour criminelle, Aude Burezi, lit à l'audience la déposition d'un ancien aide opératoire de Joël Le Squarnec qui est trop malade pour venir témoigner. Qu'est-ce qu'il avait déclaré aux gendarmes ? Cette aide opératoire, qui doit d'ailleurs tout à Joël Le Squarnec, il l'a formé, c'était vraiment son bras droit. Il était là avec lui tout le temps pendant les opérations. Et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il pratiquait notamment des touchés vaginaux et qu'il considère que c'est normal, des décalotages de petits garçons qui étaient en fait, en réalité, un prétexte pour Joël Le Squarnec pour leur toucher le sexe. Et il vient expliquer qu'en fait, c'était normal de le faire, que c'était même plutôt un médecin consciencieux. Donc, il loue le travail de Joël Le Squarnec. Et cet homme-là, en plus, Joël Le Squarnec en parle dans ses carnets en disant « Il m'a surpris un jour en train de faire quelque chose de mal ». Son témoignage, il vient montrer que sans doute beaucoup de gens ont vu des choses, comme lui, mais qui n'ont rien dit. Le mardi 13 mai, le psychiatre Thierry Bonvalot est entendu par la cour. Son témoignage est important puisqu'il avait tenté dès 2006 d'alerter en vain sa direction à l'hôpital de Quimperlé qui voulait recruter le chirurgien. Comment il a su à l'époque que Joël Le Squarnec avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques ? Joël Le Squarnec a quitté la clinique de Vannes pour passer dans le public à l'hôpital de Quimperlé. Et il vient d'arriver, tout le monde est très content parce que cet hôpital est en proie potentiellement à une fermeture du service chirurgie. Et Thierry Bonvalot est alerté par un coup de fil d'un confrère psychiatre qui lui dit « Écoute, ton Joël Le Squarnec, je le connais, je l'ai expertisé pour la justice dans le cadre de son procès pour détention d'images à caractère pédopornographique. » Et il lui dit « Mais cet homme est dangereux, c'est un alcoolo, peut-être pédophile. » Et donc cet homme-là lui dit en substance « Tu peux pas le garder. » Thierry Bonvalot, donc il est estomaqué, il reçoit cette information de façon totalement informelle et il lui demande des preuves. Sur ce, il reçoit quelques jours plus tard une coupure de presse de Ouest France qui raconte qu'effectivement un chirurgien a été condamné, mais il n'y a pas le nom dedans. Thierry Bonvalot est un peu embêté parce qu'il se dit « Comment je fais ?» Il fait moyennement confiance à son confrère, il ne peut pas accuser sans preuve, il ne se sent pas dans l'immédiat d'aller voir Le Squarnec en lui disant « Écoute, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas été condamné ?» C'est pour lui très délicat. Donc il est un peu embêté. Thierry Bonvalot raconte qu'effectivement, quelques semaines plus tard, lui et Joël Le Squarnec ont un échange très vif à propos d'un collègue. Racontez-nous ça. En fait, il se trouve qu'à ce moment-là, à Quimperlé, il y a des plaintes nombreuses au sujet d'un radiologue. En réalité, cet homme-là, il va être condamné pour avoir agressé ou violé une vingtaine de femmes, bien plus tard. Donc il y avait un vrai problème avec cet homme-là. Thierry Bonvalot, à ce moment-là, a des responsabilités au sein de l'hôpital. À ce titre, il va voir ce radiologue parce que il se dit qu'il faut qu'il éclaircisse ce point, que c'est vraiment problématique. Et il le trouve où ? Avec Joël Le Squarnec dans un bureau. Et là, Joël Le Squarnec va défendre son confrère, qui est quand même mis en cause pour des faits graves, de façon totalement virulente, en accusant Thierry Bonvalot d'avoir un problème finalement sexuel. Et à ce moment-là, Thierry Bonvalot, qui est psychiatre, rappelons-le,
voit dans Joël Le Squarnec une sorte de perversité, puisqu'il retourne l'échange contre Bonvalot en lui disant que c'est lui qui a un problème, et se dit ce type est pervers, on a vraiment un souci. Donc ça lui met la puce à l'oreille. Et ensuite, il y a un deuxième épisode. Joël Le Squarnec va opérer un petit garçon d'une appendicite et l'opération est un ratage total. Cet enfant finit après 5 heures d'opération pour ce qui est censé être quelque chose de bénin avec une énorme cicatrice de 30 cm et surtout Joël Le Squarnec fuit. Il ne va pas voir les parents de l'enfant comme il devrait le faire. Il a pris la tangente. C'est assez inquiétant. Donc là, il se dit qu'il faut vraiment qu'il parle à Joël Le Squarnec les yeux dans les yeux. Thierry Bonvalot décide alors de confronter Joël Le Squarnec au cours d'une réunion. Comment ça se passe ? Il lui pose la question directement, c'est-à-dire « Est-ce que tu as été condamné pour détention d'images pédopornographiques ?» Et à sa grande surprise, Joël Le Squarnec lui dit tout de suite « Oui ». Il reconnaît les faits. Il lui parle de cette opération ratée de ce garçon. Et là, il est sidéré parce qu'en fait, la façon dont Joël Le Squarnec décrit cette opération, il est choqué. Il raconte quand il perce la veine, il dit « Je l'ai pénétré et je me suis retiré ». Et là, ils sont tous les deux très gênés avec son collègue parce qu'ils comprennent qu'en fait, il est en train de décrire une opération chirurgicale comme une relation sexuelle avec un enfant. Et donc pour lui, à ce moment-là, il comprend qu'en fait, le problème de Joël Le Squarnec va bien au-delà de la consultation ou de la détention d'images. C'est qu'on est face à quelqu'un de dangereux. Alors Thierry Bonvalot lui dit « Tu es dangereux, il faut que tu démissionnes, tu peux pas opérer des patients ». Et là, Joël Le Squarnec se prend longuement le visage dans les mains et il les regarde tous les deux, il leur dit « Vous ne pouvez pas m'y obliger ». Que fait le docteur Bonvalot après cette confrontation pour le moins inquiétante ? Il alerte le directeur de l'hôpital. Il fait un courrier, je cite, ultra punchy à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la DAS, qui est donc la partie de l'État qui contrôle les hôpitaux. Et il va aussi prévenir l'ordre des médecins. Donc il fait tout ce qu'il faut faire pour donner l'alerte. Le psychiatre en parle aussi à l'un de ses collègues, Jean-Marc Legac, chef des urgences de l'hôpital de Quimperlé, qui vient lui aussi témoigner à la barre. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Marc Legac, de cette information ? Il raconte effectivement que Thierry Bonvalot lui apparaît catastrophé et qu'il lui dit « Il ne peut pas opérer des enfants, il est dangereux, il est très inquiet ». Et donc Jean-Marc Legac, lui, il fait aussi ce qu'il peut faire à son niveau en tant que médecin parce qu'il n'a pas non plus de pouvoir particulier. Il va appeler l'ordre des médecins au téléphone et on lui dit « On vous tient au courant ». On va retrouver d'ailleurs une trace de cet appel, puisqu'il y a un formulaire qui est resté. Et en réalité, ni Jean-Marc Legac, ni Thierry Bonvalot n'auront de réponse de l'ordre des médecins. Ce qui a été mis au jour à l'audience, c'est que l'ordre des médecins a, à ce moment-là, fait une demande auprès de la justice pour avoir le casier judiciaire de Joël Le Squarnec. Qu'est-ce qui est arrivé ? La réalité, c'est qu'il y a eu plusieurs loupés dans cette affaire. La première chose, c'est que quand Joël Le Squarnec arrive à Quimperlé, son casier judiciaire n'a pas été mis à jour par la justice. Donc il ne savait pas. C'est pour ça que Thierry Bonvalot, il l'apprend par des biais détournés. La deuxième chose, c'est qu'en fait, l'ordre départemental des médecins informé, lui, il n'a pas non plus de preuves absolues. Il ne peut pas accuser un médecin sans avoir de preuves. Donc, ils vont faire la demande auprès de la justice d'obtenir le casier judiciaire. Et ils vont mettre 6 mois à l'obtenir après plusieurs relances. Donc là, c'est pareil, on a perdu un temps précieux du fait de la justice. Et pendant ce temps-là, Joël Le Squarnec continue d'exercer à l'hôpital, c'est ça ? Il continue d'exercer, et pire, il va même être titularisé. Et ça, c'est effectif au 1er août 2006, alors que Thierry Bonvalot, il alerte en juin. Mais le directeur de l'hôpital, sans doute, lui, il n'a pas vraiment pris la mesure, ou peut-être pas souhaité inconsciemment que tout ça soit vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'hôpital, il est menacé de fermeture à ce moment-là, et qu'on ne peut pas se passer de Joël Le Squarnec. Sans lui, c'est la chirurgie qui ferme, la maternité était aussi en danger. Donc ça avait des conséquences très importantes à l'époque. En novembre 2007, Joël Le Squarnec est convoqué par le Conseil de l'Ordre des médecins du Finistère, présidé alors par le docteur François Simon. Ce dernier vient raconter devant la cour l'entretien qu'il a eu avec le chirurgien à l'époque. Comment ça s'est passé selon lui ? Cet entretien se déroule donc en novembre. Ce docteur raconte de façon assez floue et assez vague cet entretien. Néanmoins, il explique qu'effectivement, Joël Le Squarnec va justifier cette condamnation en parlant d'un moment d'égarement, d'un moment où il avait des difficultés familiales, qu'il buvait un peu et que ça lui était arrivé de façon quasi accidentelle. Et il parle d'images pornographiques, ce qui fait tiquer la présidente Aude Burézy qui lui dit « Attendez, monsieur, pornographique ou pédopornographique ?» Ah, j'ai pas retenu la nuance.
nuance, lui répond le témoin. Sauf qu'elle lui explique que ça n'est pas une nuance. Elle s'étonne aussi que le fait de mentionner de l'alcool ou une dépression ne lui ait pas posé question à ce moment-là. François Simon ne sait plus trop, sa mémoire lui fait défaut. En tout cas, il considère qu'à l'époque, il n'y avait pas de danger particulier. Finalement, il va être projeté à l'audience les notes manuscrites de cet entretien qui font froid dans le dos, puisqu'il est question du fait que Joël Le Squarnec opère régulièrement des mineurs pour des appendicites. Il est écrit, je cite, « site porno adulte ++, site porno enfant ++. Et là, devant ces preuves projetées sur grand écran, le témoin ne peut que concéder que finalement, il y avait une infraction au code déontologique. Néanmoins, à l'issue de cet entretien, il ne va pas y avoir de sanction pour Joël Le Squarnec. La DAS va être à nouveau saisie de cet entretien. Donc on va renvoyer en fait le problème ailleurs. Et finalement, Joël Le Squarnec va pouvoir continuer à exercer à Quimperlé. Après cet entretien, Joël Le Squarnec continue d'exercer, alors même que son cas commence à être connu. Le maire de la ville de Quimperlé, qui est aussi médecin à l'hôpital de Quimperlé, est au courant. C'est ce que dit en tout cas Thierry Bonvalot, qui explique qu'il l'a plusieurs fois croisé. Daniel Lebras, qui est donc à ce moment-là maire de Quimperlé, mais également anesthésiste, lui aurait dit à ce moment-là, mais ne t'inquiète pas, on va faire en sorte qu'il soit toujours surveillé, ou qu'il y ait toujours quelqu'un qui le surveille pendant les opérations. Je m'en assurerai personnellement. Et Joël Le Squarnec, lors d'un autre interrogatoire, avait dit qu'effectivement, il était question de ça, mais qu'en fait, ça n'avait pas eu lieu. En fait, il n'a jamais été surveillé, donc il a continué comme si de rien n'était. Un ancien directeur d'hôpital vient témoigner devant la cour, Jean-Pierre Dupont-Maclean. Il était à la tête de l'hôpital de Pontivy en 2007 et il devait accueillir Joël Le Squarnec qui continuait d'exercer à ce moment-là et qui partait de l'hôpital de Quimperlé. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Pierre Dupont-Maclean, en résumé ? En fait, Joël Le Squarnec, il va quand même devoir quitter Quimperlé parce que, in fine, le département chirurgie a fermé. Et il sait que ça va fermer, donc il faut qu'il se recase, entre guillemets. À ce moment-là, il contacte Pontivy, où il est censé faire un remplacement pour venir une semaine, qui est une sorte de test pour voir s'il pourra être embauché. Et Dupont-Maclean raconte qu'en fait, il reçoit un vendredi soir, à une heure assez tardive, un coup de fil du patron de l'agence régionale de santé qui chapeaute les hôpitaux et qui lui dit « Écoute, ne prends pas Joël Le Squarnec, il a eu des soucis de consultation d'images pédopornographiques. Je te déconseille fortement de l'embaucher. » Effectivement, il va lui obéir. Il va, dès le lundi matin, contacter Joël Le Squarnec pour lui dire que leur collaboration ne pourra pas avoir lieu. Et donc, Joël Le Squarnec voit se refermer les portes d'un hôpital. Il comprend, en fait, à ce moment-là, qu'il va falloir qu'il postule ailleurs. Il semblerait, comme ça a été dit à l'audience, en réalité, que tout ce monde, toutes ces strates administratives étaient au courant en Bretagne du casier de Joël Le Squarnec. Pendant sa déposition, Jean-Pierre Dupont-Maclean, l'ancien directeur de l'hôpital de Pontivy, dit que selon lui, les juges n'ont pas suffisamment condamné le chirurgien à l'époque en 2005, quand il avait été jugé pour détention d'images à caractère pédopornographique. Ce directeur d'hôpital, enfin du moins ancien directeur d'hôpital, on va lui demander un peu ce qu'il pense de tout ce fiasco. Et il veut pas dédire, quelque part, son confrère de Quimperlé qui a maintenu en poste Joël Le Squarnec en disant qu'il y avait l'intérêt pour la population de garder un hôpital ouvert, avait sans doute primé sur le reste, mais qui pouvait quelque part se mettre un peu à la place de son confrère de l'époque, tout en disant... On parlait à l'époque d'images, on ne savait pas ce qu'on allait découvrir par la suite, c'est-à-dire 30 ans de viols et d'abus sexuels en tout genre sur des enfants, et de façon quasiment systématique. Et il a aussi cette ligne de défense de dire, c'était peut-être à la justice, et ça peut s'entendre, de jauger suffisamment correctement Joël Le Squarnec et sa dangerosité, ce qui n'a manifestement pas été fait, puisque quand il est condamné finalement en 2005, Joël Le Squarnec, il n'est pas interdit d'exercer. Il écope de 4 mois de prison avec sursis, sans injonction de soins, contrairement d'ailleurs à ce qu'avait recommandé le psychiatre qui l'avait expertisé, et on le laisse repartir un peu comme si de rien n'était. Et ça, c'est aussi un point sur lequel les victimes insistent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger des gens qui consomment des images à caractère pédopornographique parce que c'est souvent le marchepied vers des agissements. En 2007, quand Joël Le Squarnec comprend qu'il ne retrouvera plus de poste en Bretagne, il quitte alors le Finistère pour se rendre à Jonzac, en Charente-Maritime, où il trouve un poste dans un hôpital. Là, le Conseil de l'Ordre des médecins de Charente-Maritime n'a pas réagi.
Alors, on doit s'inscrire à l'ordre départemental quand on est médecin. Donc, on doit postuler quelque part. Il faut qu'on ait un entretien pour voir si on a la probité nécessaire, hein, puisque il y a un code quand même qui existe. Il sait que de toute façon, ça se saura. Donc, il remplit sa feuille et ne cache pas sa condamnation. Donc, il est reçu. Et là, donc, on a entendu à l'audience donc le docteur Joël Belloc, qui à l'époque le reçoit avec d'autres confrères, pour l'entendre. Il semblerait aussi qu'à ce moment-là, Joël Le Squarnec les ait convaincus de sa bonne foi, que c'était un désordre passager, qu'il n'était pas un usager compulsif, que c'était juste un petit moment d'égarement. Il est visiblement assez convaincant. Et puis surtout, ils se disent, bon, mais on n'a pas d'autres signalements, donc on s'est dit qu'il s'était refait une conduite et que ça ne remettait pas en cause ses compétences. On lui pose un peu plus la question de savoir mais ce qu'il pouvait en penser. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'être médecin? Il dit, ah non, mais moi, je pensais que c'était vraiment gravissime, mais j'étais pas tout seul à prendre la décision. Et quand on lui dit, mais vous auriez pu refuser de l'inscrire, il dit, oui, mais bon, il aurait fallu qu'on ait des arguments. Et voilà, la présidente Aude Burizi s'étrangle quasiment en disant, mais cette condamnation pour vous, ça ne disqualifiait pas Joël Le Squarnec d'exercer, mais d'emblée. Et finalement, le docteur Joël Belloc va dire, oui, effectivement, il y a 17 ans, on avait sans doute une autre façon d'appréhender les choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ferait l'objet d'un refus. À la barre, au fil des auditions, Louise Colcombet, on comprend que toutes les alertes lancées auprès des instances sont restées lettres mortes. Personne n'a rien fait. Tout ça s'est perdu dans le millefeuille administratif. On voit des mails qui sont projetés devant la cour, où on voit que tout le monde est en copie. Et c'est comme si, en mettant tout le monde en copie, tout le monde se déresponsabilisait un peu. On sait aussi qu'il y a des gens qui ont menti dans des mails en disant qu'ils venaient de découvrir son casier, alors qu'on le sait, par ailleurs, ils le savaient depuis des mois. Personne ne savait vraiment quoi faire et tout le monde s'est dit, ce n'est pas à moi de prendre cette décision qui peut m'attirer plus de problèmes qu'autre chose. Et donc, je ne fais rien. L'une des avocates des parties civiles, sidérée par ces témoignages, maître Gedj Benayoun, se tourne alors à l'audience vers Joël Le Squarnec. Racontez-nous l'échange qu'elle a avec lui. Elle finit par mettre les pieds dans le plat et à utiliser un langage assez direct en lui disant « Mais vous n'êtes pas dit que c'était tous des nazes ?» Parce qu'en fait, il se joue d'eux. Il les mène en bateau. Et Joël Le Squarnec, qui est toujours dans la maîtrise, etc., il dit « Non, j'ai pas pensé qu'ils étaient idiots, je les ai trompés sciemment, c'est de ma faute. » Et surtout, il dit « Le fait qu'ils m'aient pas arrêté, ça a renforcé mon sentiment d'impunité et donc j'ai continué. » Louise Colcombet, le mardi 20 mai, Joël Le Squarnec est longuement interrogé une dernière fois par la cour. La présidente demande à l'accusé si ce procès a provoqué chez lui une prise de conscience. Qu'est-ce qu'il répond ? Joël Le Squarnec, il dit, depuis qu'il a passé des aveux complets, et même depuis le début du procès, il disait qu'il avait besoin d'entendre les victimes une à une pour vraiment comprendre et réaliser la souffrance qu'il a causée. Puisque pendant 30 ans, il l'a mise de côté totalement. Elle ne comptait pas pour lui, ne voyait pas dans les enfants autre chose que des objets sexuels. Mais il dit que oui, effectivement, il a pris conscience très profondément de la douleur qu'il a causée et qu'il s'en veut. Et elle lui demande est-ce que précisément certaines victimes l'ont marqué, puisque autant il reconnaît les actes, autant il dit toujours qu'il ne se souvient pas des victimes, d'aucune. Et là, il dit oui, il y en a 2 qui m'ont marqué. Il s'agit de 2 victimes qui se sont suicidées durant l'instruction, de désespoir, parce que tout leur est remonté au visage. Ils n'ont pas supporté cette attente interminable. Et donc, il dit qu'il a été très ému par ces 2 garçons et qu'il se sent responsable de leur mort. Donc, ce sont des mots quand même très forts. Néanmoins, il se rappelle toujours pas leurs prénoms, il les mélange. Donc, on voit que tout n'est pas réglé pour Joël Le Squarnec. Maître Gedj Benayoun, encore, avocat des parties civiles, lui demande s'il a pris le temps d'analyser son passé, sa vie avant de commencer ses crimes. Alors c'est là où l'introspection de Joël Le Squarnec touche à ses limites, c'est-à-dire qu'il vient clairement d'une famille incestueuse. On sait que son propre père a abusé du fils de Joël Le Squarnec. La femme de Joël Le Squarnec a été incestée par des oncles. Il s'en est lui-même pris à ses nièces. Enfin voilà, on a un arbre généalogique qui est juste foudroyé. Toutes ses branches sont foudroyées par des abus sexuels ou des incestes. Néanmoins, lui, il le jure de façon tellement forte que c'en est troublant. Lui, il lui est rien arrivé. Alors que pourtant, il souffre exactement du même traumatisme et du même stigmate que ses victimes, c'est-à-dire qu'il a une amnésie traumatique. Il n'a aucun souvenir de son enfance. Et c'est quelqu'un d'intelligent. Il voit bien le parallèle entre lui et ses victimes. Mais il ne veut pas éventuellement ouvrir cette porte à l'intérieur de lui-même qui lui permettrait de se confronter à ce qu'il a peut-être vécu. Il finit par s'agacer, en fait. Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir été victime de gestes de cette nature ? Donc ça, c'est le signe pour les psychologues et même pour tous les avocats, comme cette avocate qui connaît très bien ce genre de cas d'abus sexuels. Si on n'est pas capable d'aller comprendre d'où vient notre propre déviance, alors on ne pourra pas la soigner.
Le vendredi 23 mai, l'avocat général, qui représente la société dans ce procès, requiert la peine maximale pour Joël Le Squarnec, 20 ans de prison, mais il demande aussi une rétention de sûreté, une peine supplémentaire, qui prévoit de placer l'accusé dans une structure de soins au terme de sa détention pour éviter tout risque de récidive. C'est une peine extrêmement rare. Le lundi 26 mai, c'est au tour des avocats de Joël Le Squarnec de plaider pour défendre leurs clients. Quel est leur objectif ? Ces deux avocats, maître Thibaut Kurzawa et maître Maxime Tessier, veulent que Joël Le Squarnec ne soit pas réduit à ses actes. Et donc, ils essayent de le rattacher à l'humanité en expliquant qu'il n'a pas que commis ces actes-là et surtout, il les a tous reconnus. Depuis 8 ans, depuis son arrestation en 2017, Joël Le Squarnec a évolué, c'est vrai. Il a écouté patiemment chacune des victimes, il leur a demandé pardon. C'est aussi le produit d'une cécité collective au niveau des instances médicales, parce que s'il avait été arrêté par eux, si on l'avait empêché d'exercer, on aurait beaucoup moins de victimes. Donc c'est tout ça qu'ils ont voulu mettre en avant, c'est-à-dire que effectivement, selon les mots de maître Thibaut Kurzawa, s'il y a bien un seul coupable, il n'y a pas qu'un seul responsable. Avant que la Cour ne se retire pour délibérer, la présidente demande à Joël Le Squarnec s'il a un dernier mot à prononcer. On a senti un petit peu d'émotion et c'est d'abord adressé à ses victimes, donc 299 pour ce procès, faut-il le rappeler, en disant qu'ils avaient eu à subir les actes les plus ignobles qu'on puisse connaître. J'ai pris conscience de la douleur immense qu'ont provoqué mes crimes. Et puis il s'est adressé à ses juges, aux 5 juges de la Cour criminelle du Morbihan, en expliquant qu'il ne sollicitait aucune mansuétude, mais simplement, je cite, le droit de devenir meilleur et de reconquérir cette part d'humanité qui m'a tellement fait défaut. Le mercredi 28 mai, la Cour criminelle du Morbihan rend son verdict. Joël Le Squarnec est condamné à 20 ans de prison, la peine maximale. Il ne pourra pas faire de demande de libération avant d'avoir effectué les 2/3 de sa peine. La Cour, qui a tenu compte de son âge, 74 ans, et de sa volonté de réparer, je cite, a décidé de ne pas prononcer la peine de rétention de sûreté demandée par l'avocat général. Joël Le Squarnec ne fera pas appel. Louise Colcombet, au terme de cette longue audience, on sait avec certitude qu'il y a bien d'autres crimes pour lesquels Joël Le Squarnec n'a pas encore été jugé. On sait, en fait, aujourd'hui, parce qu'il a avoué d'autres faits, notamment sur sa propre petite-fille, qu'il y a d'autres victimes qui, en fait, ont été écartées au cours de la procédure, des gens à qui on a dit « vous n'êtes pas dans les carnets ». Ces gens-là, aujourd'hui, vont pouvoir porter plainte, vont pouvoir être entendus. On sait aussi que les gendarmes ont commis des erreurs. Une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet. Elles vont pouvoir être identifiées et on va sans doute se diriger vers un nouveau procès de Squarnec. Merci à Louise Colcombet. Cet épisode de Code Source a été produit par Oriane Gendreau, Pénélope Gualquierotti, Clara Garnier-Amouroux et Clara Grouzis. Réalisation Pierre Chaffanjon. N'hésitez pas à nous laisser des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui aide à faire connaître Code Source, à le faire remonter dans les algorithmes. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.